Cela paraissait impensable il y a encore quelques mois. Comment expliquer le retour en force de Bachar al-Assad sur la scène internationale, ou tout du moins déjà sur la scène arabe? Pourquoi le président syrien est-il toujours en place après 12 ans d'une guerre civile effroyable qui a fait plus de 500 000 morts, plus de 2 millions de blessés et 13 millions de déplacés? Avec nous pour en parler, David Rigoulet-Rose. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct dans 64 minutes sur TV5 Monde. Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique et chercheur associé à l'IRIS. L'IRIS, l'Institut international des relations, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Alors après avoir été banni, je le disais, Bachar al-Assad a fait son retour au sommet de la Ligue arabe. C'était il y a à peu près un mois. Pourquoi ce retour en grâce, selon vous, du dirigeant syrien? C'était pas totalement une surprise parce que c'était dans l'air, on va dire qu'il y avait des signes annonciateurs de reprise de contact, notamment avec les pétromonarchies qui avaient soutenu l'insurrection pendant plus d'une décennie. À partir du mois de janvier, il y avait des contacts discrets et puis il y a eu un voyage de Bachar al-Assad à Abu Dhabi en mars, un déplacement de Faisal el-Mekdad, le ministre des Affaires étrangères syrien, à Riyad le 12 avril, avec son homologue le 18 avril suivant qui se rend à Damas. Et puis finalement, ça débouche sur un processus qui va être finalisé par l'annonce faite le 7 mai dernier d'une réintégration qui est officialisée spectaculairement au sommet de Jeddah le 19 mai dernier. Et donc en fait, c'est la prise en compte d'une situation actée, c'est-à-dire que les différents protagonistes ont pris acte du fait que le régime n'est pas tombé, que Bachar al-Assad restera au pouvoir, il a gagné la guerre, et donc effectivement la conséquence c'est qu'il faut en tirer un certain nombre de conclusions, et notamment le réintégrer pour espérer assainir la situation régionale. C'est ce qu'on appelle la réelle politique, en fait, David Rigoulet-Rose. Oui, c'est la réelle politique, effectivement, puisque c'est prendre acte d'une situation qu'on n'a pas pu modifier, mais il y a des contreparties, c'est-à-dire cette réintégration n'est pas sans, on va dire, c'est supposé avec un certain nombre de conditions plus ou moins explicites, notamment il y a la question très sensible du Captagon pour les pays voisins, et en particulier pour la Royaume d'Arabie Saoudite, c'est le veto saoudien qui a été levé, qui a permis cette réintégration. Et donc on sait que le Captagon faisait partie des négociations, des tractations pour finaliser cette réintégration. Et puis il y avait la question de l'empreinte iranienne en Syrie. Là, les choses sont plus complexes, mais c'est un ensemble d'éléments, effectivement, qui ont participé à cette réintégration. Restez avec nous, David Rigoulet-Rose. Adel Bakawa nous a rejoint dans 64 minutes sur TV5 Monde. Bienvenue à vous. Vous êtes sociologue, chercheur, spécialiste du Moyen-Orient. Vous connaissez très bien la Syrie, mais aussi l'Irak, et pour cause, vous dirigez le Centre français de recherche sur l'Irak. Je précise l'Irak et la Syrie. Pourquoi? Parce qu'on va parler notamment tout à l'heure de Daesh, pour voir si Daesh menace encore la Syrie. Mais d'abord, peut-être une réaction. David Rigoulet-Rose nous expliquait un peu pourquoi ce retour en grâce de Bachar al-Assad sur la scène arabe, déjà, avec la réintégration de la Ligue arabe après en avoir été exclu. Pour vous, qu'est-ce qui a fait pencher la balance? Écoutez, pour moi, selon ma grille de lecture, c'est qu'on change le paradigme, on change l'époque, on change une période. On est dans ce que j'appelle l'échec du projet américain au Moyen-Orient, pas seulement en Irak. Ouais. L'échec du printemps arabe, je sais que certains collègues, même des journalistes, n'admettent pas encore cet échec, mais l'échec est là. Désormais, on est entré dans une nouvelle période que j'appelle le retour à l'autoritarisme d'une autre manière configurée par Mohammed Ben Salman et la République islamique de l'Iran, et soutenue fortement par la Chine. Ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que ça ne choque plus de voir aujourd'hui, entre guillemets, le dictateur arabe aux commandes. Exactement. Moi, enfin, le retour de Bachar al-Assad, je pourrais dire, malheureusement, dans cette nouvelle configuration du Moyen-Orient, pour les 10 années à venir, on pourra même parler de 25 années d'avenir, non seulement le retour de Bachar al-Assad ne choque personne, mais au contraire, Bachar al-Assad est en parfaite harmonie avec... avec le modèle qu'on propose actuellement. Mais si on vous écoute, ça veut dire que les États-Unis, c'est le pays que vous avez cité, portent selon vous une grosse responsabilité, parce qu'on a envie de vous dire tout ça pour ça. Bien sûr. Le but, c'était de faire tomber Bachar al-Assad. 500 000 morts après, on en est là. Exactement. Les États-Unis d'Amérique sont responsables de cet échec de la démocratisation du Moyen-Orient. L'Europe
est responsable. Mais il y avait un mouvement d'aspiration, il y avait des révoltes pacifiques au départ. Ce ne sont pas les États-Unis qui les ont provoquées. Mais attendez, je finis oui, quand même mon propos. Les Occidentaux sont responsables, mais ils ne sont pas l'unique responsable. La responsabilité est partagée hein, et à plusieurs niveaux. Mais bien évidemment, il y avait un mouvement de contestation moyen-oriental qui portait le rêve, l'idéal de la démocratisation après l'échec du projet américain. Le projet américain venait de l'extérieur. Le mouvement de contestation, c'était un mouvement de l'intérieur. Alors nous sommes dans un double échec. L'échec de la démocratisation de l'extérieur, porté par les États-Unis d'Amérique, mais aussi l'échec de la démocratisation porté par le mouvement de contestation de l'intérieur. Désormais, on entre vraiment, c'est ce que j'appelle le Moyen-Orient, à l'ère de Mohammed Ben Salman et de Ibrahim Raïssi. Et ça, on aura dans cette nouvelle période. L'objectif, c'est quoi? Leur objectif, c'est plus de sécurité, plus de stabilité, plus de développement économique, plus de développement économique, mais beaucoup moins de démocratie et des droits de l'homme. Et d'ailleurs, les deux hommes que vous avez cités, le président iranien et le prince héritier d'Arabie Saoudite, se sont réconciliés, ce qui accrédite en tout cas, si l'on peut dire, votre analyse. David Rigoulet-Rose, je me souviens qu'au début des printemps arabes et du début de la guerre civile en Syrie, vous aviez, mis en avant la question du gaz concernant la Syrie. On voit qu'aujourd'hui encore en Ukraine, la question du gaz se repose. Aujourd'hui, selon vous, pourquoi est-ce que Bachar al-Assad est incontournable dans la guerre, enfin dans le sillage de la guerre russo-ukrainienne? En tout cas, il est un soutien déclaré, on l'a vu lors des votes de l'ONU, de la Russie, de Vladimir Poutine. Il est son débiteur, donc c'est la moindre des choses, si j'ose dire, en matière de géopolitique. Et donc, la Syrie redevient effectivement, mais il a toujours été une pièce centrale de l'architecture régionale. Simplement, effectivement, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, incontestablement, c'est pas la variable des droits de l'homme qui est une variable fondamentale pour les dirigeants de la région. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ce processus d'intégration s'est fait sans connexion avec les Occidentaux, qui se sont retrouvés marginalisés. Donc c'est bien un échec, effectivement, d'une certaine manière, de la stratégie occidentale en général et des États-Unis en particulier. On ne va pas revenir sur l'affaire de la ligne rouge de 2013, mais en tout cas, effectivement, aujourd'hui, les acteurs régionaux considèrent que la région a besoin d'une situation déconflictualisée, parce que chaque État, chaque acteur a un intérêt à ce que la situation se stabilise. Mais David Rigoulet-Rose, vous avez évoqué l'Occident. Vous dites qu'ils ont été un peu tenus à l'écart, mais on a le sentiment qu'ils ne voient pas forcément d'un mauvais œil ce retour de Bachar al-Assad, du moins sur la scène arabe. Quand il y a eu le séisme qui a dévasté une partie de la Syrie et de la Turquie, voici ce que disait une source à l'Élysée. Selon nos confrères du Figaro, Emmanuel Macron pense qu'il y a une entreprise de réhabilitation d'Assad menée par les alliés arabes de la France et peut-être bientôt le président turc Recep Tayyip Erdogan. Regarde-t-on le train passer au risque d'être écarté du processus? S'interroge-t-on dans l'entourage d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'on peut envisager un rapprochement entre Bachar al-Assad, en tout cas un canal de discussion, et Emmanuel Macron ou d'autres dirigeants européens, américains? Le fait que le canal de discussion a été rompu a coûté très cher aux Européens, on s'en souvient, avec effectivement la problématique terroriste. Donc oui, aujourd'hui c'est un retour à une situation non pas hantée, parce que rien ne sera plus jamais pareil, mais en tout cas les Européens sont obligés de se réajuster. Il y a la problématique des sanctions. Cette réintégration, c'est intéressant parce que d'une certaine manière, Bachar al-Assad considère qu'il peut faire l'économie de la reconstruction, du financement de la reconstruction par les Occidentaux, les Européens en particulier. C'est pour ça qu'il se tourne d'ailleurs vers les pétromonarchies. D'une certaine manière, c'est la confirmation d'une autonomisation des acteurs stratégiques régionaux qui s'émancipent, qui s'affranchissent de leurs parrains historiques, notamment occidentaux. Et donc, c'est les signes effectivement d'une évolution très, très, très importante pour la région. Adel Bakawan, on parle d'un dirigeant qui est accusé de graves crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Est-ce que vous, le chercheur, vous pouvez envisager qu'il puisse être en tournée en Occident dans quelques années? Écoutez, dans cette grande configuration, vous avez Mohammed Ben Salman accusé, n'est-ce pas, d'un crime. C'est vrai qu'il était infréquentable il n'y a pas si longtemps. Oui. Vous avez Maréchal Sissi, quelles sont les différences entre Maréchal Sissi et Bachar al-Assad? Vous avez Mohammed Ben Zayed, n'est-ce pas, MBZ. Est-ce que vous pouvez dire un seul mot, n'est-ce pas? Vous avez Ibrahim Raïssi, n'est-ce pas, qui a massacré le mouvement de contestation récemment, il y a 2 ou 3 mois, en Iran. Et pourtant la communauté internationale, de Washington jusqu'à Paris,
travaille en collaboration très très proche avec ses autocrates, ses autoritaires, ses acteurs. Donc les Occidentaux défendent les droits humains en Ukraine et ferment les yeux sur les violations des droits humains dans tous les pays. Je ne serais absolument pas choqué demain revoir Bachar el-Assad en pleine intégration occidentale dans le système des pays du système international. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme j'ai dit dans l'introduction, nous avons changé l'époque, nous avons changé le monde. Ce ne sont plus les Occidentaux qui déterminent les grandes orientations de ce qui se passe au Moyen-Orient. Il y a la puissance de la Chine notamment, qui recevait d'ailleurs hier le président de l'autorité palestinienne, qui veut jouer un rôle au Moyen-Orient. Il y a la Chine qui souhaite jouer un rôle, il y a la Russie, mais surtout les Moyen-Orientaux eux-mêmes. Et ils ont pris conscience de leur destin, de leur historicité, de l'orientation de leur société. Et ils souhaitent jouer eux-mêmes un rôle. Tout à l'heure, pardonnez-moi, le temps file. Pardonnez-moi. Tout à l'heure, le temps file, il reste 4 minutes. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'opposition syrienne et d'un certain échec. Il pourrait y avoir des discussions dans quelques jours à Genève à nouveau. Vous savez que ça se passe entre l'opposition syrienne et Bachar el-Assad, avant des élections législatives bientôt. C'est ce qu'on dit, hein, l'opposition, en tous les cas, celle qui est conviée aux discussions. Mais juste, quelle est la situation aujourd'hui en Syrie? On sait qu'il y a une expérience autonomique kurde dans le Rojava. Quelle est la situation dans le pays? Écoutez, depuis 10 ans, Bachar el-Assad n'a pas laissé à une seule pouce pour l'opposition, n'a pas donné un seul élément à l'opposition lorsqu'il était en situation de fragilité extrême. Oui. Aujourd'hui, Bachar el-Assad remonte sur son cheval, il devient un acteur plus que jamais incontournable, même le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a fait l'impossible pour le rencontrer avant les élections. Il a refusé. Je pense que tout est fini. Oui. Tout est fini. Et d'ailleurs, la Turquie a un nouveau ministre des Affaires étrangères qui souhaite un rapprochement avec la Syrie. David Rigoulet-Rose, sur la situation en Syrie aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? On comprend bien de toute façon que Bachar el-Assad, tout-puissant, ne va pas maintenant tendre la main à l'opposition. Mais quelle est la situation aujourd'hui concrètement dans ce pays? Ah oui, non, pour l'opposition, c'est peu probable. La dite opposition, d'ailleurs, qui a toujours été divisée, en est consciente. Hein. Elle est réduite à une peau de chagrin, donc elle ne peut pas faire prévaloir ses intérêts. Alors après, sur le terrain, la réalité, c'est que Bachar el-Assad a gagné la guerre, donc il a recouvré la souveraineté, on va dire, du régime de Damas sur 65% du pays. Il y a certes certaines régions qui lui échappent encore, mais d'où le rapprochement d'ailleurs avec Erdogan sur la gestion du nord-ouest, justement, avec la zone d'Idlib. Et puis, la question sensible, parce que c'est là où il y a les champs de pétrole, d'ailleurs, de l'Est. Mais globalement, la Syrie utile a été recouvrée, donc c'est l'essentiel. Alors effectivement, il y a un affichage pour la totalité de la Syrie, mais ce qui comptait pour lui, c'était de gagner la guerre et de gagner politiquement ce qui est fait aujourd'hui avec sa réintégration. Alors Bachar el-Assad qui pose une condition pour rencontrer le président turc, on précise, c'est qu'il n'y ait plus un seul soldat turc sur le sol syrien, c'est bien cela. Aujourd'hui, il y a encore des soldats turcs qui stationnent en Syrie. Il y a encore des soldats turcs. La Turquie aussi manifeste sa volonté pour se retirer du territoire syrien. Mais il y a bien évidemment des conditions objectives qui doivent être réglées, n'est-ce pas? L'opposition armée syrienne, armée bien évidemment par la Turquie, mais aussi la question kurde, le Rojava, n'est-ce pas, l'entité de Rojava. Dès que Bachar el-Assad donnera des garanties, les Turcs n'ont aucun intérêt à rester en Syrie. Daesh en embuscade? Écoutez, là, on assiste depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à une remontée relativement en puissance de Daesh. Je dis bien relativement, je pèse ce que je dis, parce que je sais ce qu'ils font et je suis un peu au courant. Enfin, nous avons une base de données qui contient les activités de Daesh au Centre français de recherche sur l'Irak. Chaque jour égale une opération de Daesh. Là, il faut vraiment analyser en détail ce qui se passe. Pour moi, toutes les conditions qui ont fait émerger Daesh en 2014, elles sont encore là, mais malheureusement, ni la communauté internationale, ni les pays du système régional n'ont pas traité ces conditions-là. Merci beaucoup Adel Bakawan pour votre éclairage et merci David Rigoulet-Rose également de nous avoir donné des clés de réflexion donc sur la Syrie d'aujourd'hui et ce retour donc progressif de Bachar el-Assad dans le concert des nations arabes, tout du moins pour l'instant.